faisant semblant d'égaler les capacités de l'armée américaine, un régime totalement corrompu, et une opération de renseignement si mal planifiée, les bombardiers russes communiquaient sur des radios civiles non cryptées. Nous avons fait l'impossible et réduit les nombreux échecs embarrassants de Poutine en Ukraine aux 5 principaux. Une compétence clé dans les situations sociales est la capacité à lire les salles, à évaluer comment les gens se sentent, et ce qui est ou n'est pas approprié à faire ou à dire. De même, un élément fondamental de toute campagne militaire est la capacité à lire la salle en ce qui concerne les États-nations entiers. La Russie a échoué à tous les niveaux dans la planification de cette étape cruciale de son invasion. La faute repose aux pieds de Poutine lui-même et du Bureau fédéral de sécurité russe. Le service fédéral de sécurité a complètement échoué à recueillir de bonnes informations avant l'invasion, et a gravement mal jugé le climat militaire et politique en Ukraine. Pour sa part, les contraintes strictes d'information de Poutine avant l'invasion, et son insistance à gérer la plupart des aspects de celle-ci, ont également conduit à un échec direct de ses objectifs en Ukraine. Les défaillances du service fédéral de sécurité en matière de renseignement ont mené directement à la décision de Poutine de déclencher la guerre. Contrairement aux États-Unis, l'appareil de renseignement de la Russie est largement dominé par le service fédéral de sécurité lui-même, ce qui limite la capacité à fournir des informations contradictoires à tout récit ou conclusion auxquelles les analystes du service fédéral de sécurité peuvent être parvenus. Les États-Unis, en comparaison, ont un appareil de renseignement beaucoup plus pluraliste, avec plusieurs agences travaillant toutes pour informer le président des États-Unis et ses conseillers. Cette situation entraîne souvent des conflits internes entre les agences, mais offre aussi au président Vladimir Poutine une vision stratégique bien plus claire et nuancée qu'en février 2022. Le fait que le service fédéral de sécurité soit aussi corrompu que le reste de l'établissement russe n'aide pas non plus. Avant l'invasion, le Kremlin profitait encore du succès de l'invasion de la Crimée en 2014, qui était à tous égards un coup de renseignement très réussi, qui a vu la péninsule stratégiquement importante tomber très rapidement aux mains des séparatistes, soutenus par la Russie, eux-mêmes soutenus par les forces militaires russes portant des uniformes sans insigne. Un échec à n'importe quelle étape aurait conduit à une confrontation catastrophique et mortelle avec l'armée ukrainienne, alors qu'elle occupait un terrain extrêmement défendable. La Crimée a très peu de voies d'approche utilisables par un grand nombre de véhicules blindés, et une invasion amphibie aurait été extrêmement coûteuse. En Crimée, les renseignements russes avaient correctement prédit qu'une partie importante de la population appuierait un coup d'État russe, et que les acteurs locaux s'armeraient s'ils étaient encouragés contre le régime de Kiev. Ces mêmes acteurs fourniraient également la base logistique nécessaire pour soutenir les opérations militaires russes pendant la phase expéditionnaire initiale, lorsque la Russie prétendait encore qu'elle n'engageait pas une invasion de l'Ukraine, et était donc limitée dans la manière dont son soutien pouvait être ouvert pour ces infâmes petits hommes verts. L'histoire complète de la guerre russo-ukrainienne ne sera probablement révélée que dans des années, lorsque les secrets seront dévoilés. Néanmoins, les services de renseignement russes avaient manifestement présumé que le climat politique en Crimée s'étendait à la plupart de l'Ukraine. Ils croyaient que la plupart des Ukrainiens soutiendraient une invasion russe et un changement de régime. Les manifestations nationales massives, déclenchées par le président ukrainien, soutenues par la Russie qui a rejeté un accord avec l'Union européenne, étaient le fruit de joueurs minoritaires. Les troupes russes seraient accueillies avec des fleurs. Ils ont été accueillis avec des cocktails Molotov. Comment une telle erreur d'interprétation de la situation a-t-elle pu se produire ? Le service fédéral de sécurité n'a peut-être même pas pris la peine de bien faire son travail avant l'invasion. Les détails restent rares, mais ce que l'on sait, c'est que des mois avant l'invasion, Poutine a approuvé plusieurs millions de dollars de financement pour que le service fédéral de sécurité mène une reconnaissance de renseignement de l'Ukraine et de son armée. L'objectif était de sonder le pays, d'évaluer la réceptivité des civils à une occupation russe et la réaction potentielle de l'armée. Des fonctionnaires et des militaires à divers niveaux devaient être soudoyés pour soit révéler des secrets opérationnels, soit s'assurer que le jour venu, ils refuseraient d'envoyer leurs troupes au combat. Rapidement après l'invasion, il est apparu que le gouvernement et l'armée ukrainiens avaient été infiltrés dans une certaine mesure. Les approches de Mariupol et d'autres villes de l'est de l'Ukraine avaient en partie été débarrassées des mines déployées pour stopper les avancées russes. Certaines unités ukrainiennes n'ont pas reçu d'ordre pour se déplacer, leurs ordres retardés ou confus par des traîtres de l'intérieur. Il y a même eu du sabotage direct. De manière écrasante, cependant, l'Ukraine était entièrement prête à affronter l'invasion de front. Comment cela pourrait-il être après un investissement de millions de dollars dans une vaste opération de renseignement destinée à garantir qu'une invasion aurait le soutien populaire et qu'il y aurait peu de résistance ? Le service fédéral de sécurité a probablement détourné la majeure partie des fonds. Les rapports ne sont pas encore confirmés, mais les preuves sont accablantes.
Peu de temps après l'enlisement de l'invasion, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le mauvais renseignement était le résultat d'un travail de renseignement réellement commis. Les allégations selon lesquelles le 5e service du service fédéral de sécurité dédié à la situation de sécurité dans les anciens territoires soviétiques avait simplement volé la majeure partie de l'argent, peuvent avoir été étayées par la purge suivante menée au sein du service fédéral de sécurité par Poutine, avec un nombre inconnu d'entre eux arrêtés ou licenciés de leur poste. Le Glavnoye, Razvedivatel-noye et Upravlenie deviendrait aussi le principal responsable des renseignements additionnels en Ukraine. Sergueï Beseda, ancien chef du 5e service, était réputé avoir été arrêté, mais il a été révélé plus tard qu'il avait simplement été assigné à résidence. Selon les rumeurs, il aurait été envoyé à la prison de Lefortovo, lieu des purges politiques de Staline. Mais le renseignement américain a repoussé ces rumeurs, et en 2023, il a été vu lors d'un événement public avec Kirill Badanov, déclarant, je cite, « Il serait difficile de blâmer Berseda et ses copains du 5e service d'avoir volé la plupart de l'argent alloué à leurs opérations avant l'invasion, parce que personne en pleine possession de ses moyens n'aurait pu prédire qu'une invasion était à venir. En fait, la plupart des hauts responsables militaires ne savaient même pas qu'une invasion était prévue jusqu'à la semaine précédant l'invasion réelle. Les soldats individuels ne savaient pas qu'ils étaient envoyés à la guerre jusqu'à quelques heures seulement, avant qu'on leur ordonne de partir, beaucoup se voyant dire de simplement suivre le véhicule devant eux. De nombreux soldats ont été très surpris de découvrir qu'ils traversaient soudainement la frontière ukrainienne. Ne pas se préparer à l'invasion est une autre des principales erreurs de Poutine dans l'exécution de la guerre. Mais pour une fois, il pourrait ne pas être réellement à blâmer pour cette énorme gaffe. Pour comprendre pourquoi Poutine pourrait ne pas être le seul responsable, il faut comprendre le concept de Vranio, au cœur de la culture militaire et gouvernementale russe. C'est la pratique du mensonge collectif. Un subordonné ment à son commandant. Le commandant sait qu'il ment. Le subordonné sait que le commandant sait qu'il ment. Et pourtant, tous deux font semblant que c'est vrai. Et ainsi de suite, remontant probablement la chaîne de commandement jusqu'à Poutine lui-même. Il peut être difficile de déterminer l'origine de cet aspect unique de la culture russe, mais il a ses racines dans le système autoritaire et corrompu de l'Union soviétique. La bureaucratie soviétique a étouffé tous les aspects de la vie russe, et en concentrant le pouvoir, elle a permis une floraison de la corruption. Les quotas devaient être atteints, et s'ils étaient atteints sur le papier, c'était tout aussi bien que s'ils étaient réellement atteints. Cette situation rendait une planification précise presque impossible, comme en témoignent les performances désastreuses de l'Union des républiques socialistes soviétiques en Afghanistan, de la Russie en Géorgie et lors des 2 guerres de Tchétchénie. Cependant, elle maintenait tout le monde, du sommet à la base, heureux, riche et au pouvoir. Voici comment cela fonctionne. Un commandant russe junior approuve le budget pour amener les troupes au champ de tir. Au lieu de cela, il met la plupart de cet argent dans sa poche et l'unité part pour une séance de tir cérémonielle. Le commandant junior rapporte à son supérieur que son unité est prête au combat. Tous les hommes sont des tireurs d'élite. Le commandant supérieur, qui a mis une partie du budget de formation dans sa poche, a déjà fait remonter cette information dans la chaîne à d'autres officiers plus haut gradés, qui ont déjà prélevé leur propre part des budgets de formation de plusieurs unités. Cela continue jusqu'au sommet, où Vladimir Poutine reçoit un rapport officiel de son ministre de la Défense, affirmant que tous les fantassins russes sont des tireurs d'élite marquant 50 sur 50 dans le 1000. Poutine, se basant sur de faux renseignements de sa propre armée, ordonne l'invasion de l'Ukraine avec ses forces militaires d'élite expérimentées. Grâce à l'excellente préparation et performance de son armée, ainsi que des exercices d'entraînement, il juge une préparation complète superflue. En fait, il pense probablement que son armée est déjà entièrement préparée, car on lui a dit que les stocks de carburant, de munitions, de nourriture et de médicaments sont tous pleins. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en raison d'une culture de corruption, les troupes qui mèneront l'assaut en Ukraine ont dénudé le fil de cuivre de leurs véhicules de combat et vendu du carburant pour pouvoir acheter de la vodka auprès des Biélorusses locaux. Cette dernière partie n'est pas une blague. Jusqu'à la veille de l'invasion, de nombreux rapports détaillaient précisément la situation. Le vol, courant dans l'armée russe, est toléré par le personnel sous-payé. Poutine voulait garder son invasion de l'Ukraine secrète, principalement pour empêcher l'Ouest d'avoir un levier et le temps de riposter adéquatement. Politiquement, c'était un mouvement habile, malgré le désastre stratégique. Avant d'envahir l'Irak lors de l'opération Tempête du désert, les Irakiens l'aimaient tellement qu'ils ont demandé une suite en 2003. Les États-Unis ont mené une campagne aérienne et de missiles exhaustifs contre l'infrastructure irakienne. Un barrage de frappes aériennes et de missiles a détruit ou aveuglé le réseau de défense aérienne de l'Irak, le laissant incapable de communiquer. Les commandants supérieurs ne pouvaient ni transmettre ni recevoir d'ordre à cause de la destruction des lignes de communication.
Les appareils gouvernementaux clés et les moyens de commandement et de contrôle ont été démantelés. Cela a laissé les forces irakiennes déséquilibrées et incapables de se défendre efficacement contre les forces américaines et alliées. L'armée de Poutine n'a rien fait de tout cela. Et bien que ce soit une erreur stratégique à une échelle historique, cela avait aussi un sens d'une certaine manière. Moscou espérait qu'en ne laissant pas à l'Occident le temps de réagir, cela diviserait leur soutien à l'Ukraine et empêcherait l'afflux d'équipements militaires vers les forces armées ukrainiennes. Cela a aussi déséquilibré l'Occident politiquement, Poutine pouvant contrôler le récit. Et il a pris ce pari parce qu'il avait l'impression que l'Ukraine s'effondrerait en quelques jours. C'était après tout l'information qu'il avait eue. Il n'y avait donc pas de frappe préparatoire, ni de campagne de renseignement et de sabotage, seulement une course effrénée vers Kiev. Cela explique aussi pourquoi son armée ignorait qu'une invasion était en cours jusqu'à ce qu'elle se produise, et il semble même que les plus hauts placés de Poutine n'en savaient rien non plus. Le directeur de l'agence centrale de renseignement William Burns a averti son homologue Nikolai Patrouchev à Moscou avant l'invasion. Selon Burns, Patrouchev semblait véritablement surpris par les allégations selon lesquelles la Russie allait envahir l'Ukraine, puis ébranlé par les renseignements détaillés que l'agence centrale de renseignement avait d'un tel plan qu'il ne possédait pas lui-même. Des rapports similaires d'une réunion avec Sergueï Lavrov indiquent qu'il était lui aussi totalement ignorant d'un plan sérieux pour envahir l'Ukraine. Poutine, agissant sur de très mauvais renseignements, avait donc déjà saboté la tentative de son armée de prendre rapidement Kiev et de terminer la guerre. Il avait vu l'invasion fulgurante de l'Irak par les États-Unis, et croyait que ses propres forces avaient été incapables d'un tel exploit, parce que c'est exactement ce qu'on lui avait dit pendant des années. Le manque de préparation était si extrême qu'alors que les forces russes étaient mises en déroute ou détruites, les soldats ukrainiens ont fait des découvertes étonnantes parmi ceux qui restaient. L'une des découvertes était un soldat portant des instructions imprimées de Wikipédia sur l'utilisation de son système d'armes lourdes. On a découvert que des unités transportaient en dernier des cartes de l'Ukraine des années 60, et les radios étaient si rares que de nombreux soldats utilisaient leur téléphone portable personnel pour communiquer, ce qui a conduit à un coup de renseignement massif pour l'Ukraine, et au suivi et à la ciblage précis des forces russes. Si l'Ukraine avait eu un grand nombre de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité au début de la guerre, il est très probable que la Russie aurait subi des pertes si catastrophiques dues à des frappes de précision, que toute l'invasion aurait pu être annulée après seulement quelques mois de combat. La mauvaise préparation et coordination ont mené à une pénurie de fournitures médicales pour les médecins russes, les poussant à piller les pharmacies et magasins des territoires saisis pour traiter les blessés. Alors que les forces russes progressaient en Ukraine, plusieurs unités ont traversé directement la forêt rouge qui entoure Tchernobyl, ainsi nommée en raison de la couleur des arbres exposés à la radiation. Les hommes ont creusé des tranchées dans le sol irradié, entraînant l'hospitalisation de beaucoup d'entre eux en Biélorussie pour empoisonnement par radiation. L'armée russe avait peu réfléchi aux routes qu'elle emprunterait pour entrer en Ukraine. L'opération a été programmée lors du sol gelé, facilitant le déplacement des véhicules. Cependant, les planificateurs militaires n'ont pas pris en compte l'effet que des dizaines de véhicules militaires lourds auraient sur les routes ukrainiennes, entraînant une dégradation des routes si mauvaise que les véhicules étaient forcés de tenter de rouler sur l'accotement à côté de la route, se retrouvant inévitablement coincés dans une boue très épaisse en l'espace de quelques semaines. Alors que l'Occident débattait de l'escalade et du matériel à fournir à l'Ukraine, l'armée russe était devenue le plus grand donateur d'aide militaire en termes de chars abandonnés, de véhicules de combat d'infanterie et de défense aériennes à l'Ukraine, un titre qu'elle continue de détenir à ce jour. Le manque de préparation et les défaillances du renseignement touchent aussi les forces aériennes russes. Sur le papier, la force aérienne russe éclipse absolument celle de l'Ukraine et avait la puissance aérienne nécessaire pour mener une telle grande campagne à sa propre frontière. En réalité, les capacités de renseignement et d'intelligence, surveillance et reconnaissance russes étaient si mauvaises que la première vague de frappes aériennes destinée à neutraliser les défenses aériennes ukrainiennes a manqué toutes leurs cibles. Les Ukrainiens, agissant sur la base des renseignements américains, avaient déjà déplacé leur matériel de défense aérienne. Jusqu'à 3 jours seraient nécessaires pour obtenir l'autorisation de relancer une frappe aérienne, ce qui signifie que ces unités n'étaient plus là dans la plupart des cas. La Russie a conduit des missions de combat en ignorant presque criminellement l'armée de l'air ukrainienne, supposant probablement à tort qu'elle n'opposerait pas une résistance significative. Dans les premiers jours de la guerre, les avions d'attaque russes volaient seuls et sans escorte, les laissant à la merci des chasseurs ukrainiens, qui volaient par les bas sous le radar. Pour contrer cela, la Russie a choisi de voler bas sous le radar, au lieu de mener des patrouilles aériennes de combat,
et des escortes, les rendant vulnérables aux défenses aériennes portables ukrainiennes comme les missiles Stinger. Favoriser cette culture de corruption et d'incompétence est une autre des plus grandes erreurs de Poutine. Mais pour Poutine, ce qui pourrait lui faire perdre la guerre est une caractéristique, et non un défaut, de son gouvernement. Comme tout dictateur, Poutine ne peut rester au pouvoir que tant qu'il détient la loyauté ou le levier de ses subordonnés. Pour assurer la loyauté et le levier, il faut nommer au poste supérieur du gouvernement des individus incompétents, farouchement loyaux, ou qui se détestent plus qu'ils ne vous détestent. Cela empêche les personnes que les plus susceptibles de vous renverser, celles qui détiennent le pouvoir gouvernemental et militaire, d'être assez compétentes ou unies pour tenter un coup d'État. Cela a été le mieux illustré dans la rivalité infâme entre l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoigu et l'ancien leader de Wagner compagnie militaire privée Yevgeny Prigojine. Wagner était le plus grand compagnie militaire privée en Ukraine, second seulement à l'armée russe en termes d'importance globale. Leur rivalité était un poison pour les performances de la Russie en Ukraine, les deux parties se minant constamment ou même se sabotant ouvertement l'une l'autre. Pour souligner les pertes de Wagner et l'affaiblir, l'armée russe lui refusait souvent des obus d'artillerie. Des allégations crédibles suggèrent que Wagner fournirait aux Ukrainiens des informations sur la localisation des officiers supérieurs russes, qui seraient ensuite rapidement visés par des salves de Guided Multiple Launch Rocket System, tirés depuis des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité américains. Il y a des cas avérés où les deux parties échangèrent des tirs ou capturaient mutuellement leurs soldats comme prisonniers. Malgré le coût de cette rivalité pour l'effort de guerre, elle a empêché l'union des deux plus grandes menaces au pouvoir de Poutine. Lors de la marche de Prigojine sur Moscou, malgré quelques soutiens parmi les officiers, l'armée est restée fidèle à Shoigu et Poutine, faisant échouer la rébellion. Le moment où Prigojine a fait demi-tour avec ses forces de Moscou a été le moment où la stratégie de Poutine de maintenir ses subordonnés divisés les uns contre les autres a payé, même si cela signifie que l'armée russe a dû, et continue de, subir des pertes apocalyptiques. L'erreur la plus fatale de Poutine a peut-être été de sous-estimer l'Occident, bien qu'il soit difficile de lui en vouloir. Quand la Russie a envahi la Crimée en 2014, le monde a peu réagi. Il y avait de forts sentiments, et des discours de Washington à Berlin, mais à peine plus que cela. Les sanctions imposées à la Russie n'étaient qu'une tape sur les doigts. L'aide militaire à l'Ukraine se concentrait surtout sur l'équipement défensif et le matériel médical. L'Occident n'avait pas l'estomac pour une confrontation majeure avec une puissance nucléaire, et encore moins d'appétit pour gâcher un partenariat commercial très lucratif avec la Russie riche en énergie. Les allégations qui ont été faites depuis le Vietnam semblaient être vraies. L'Occident était gâté et décadent, sans appétit pour la guerre. Malgré certaines mesures prises par la présidence d'Obama pour renforcer la résistance de l'Ukraine face à une invasion majeure, principalement en investissant dans les agences de renseignement ukrainiennes, qui s'avéreraient très bénéfiques, en 2022, la Maison-Blanche a peu fait pour dissuader efficacement une nouvelle agression russe. Des missions de formation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont été lancées pour former l'armée ukrainienne, mais il n'y avait aucune chance qu'elle reçoive du matériel standard de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour se défendre efficacement contre l'invasion. Les missions de formation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Ukraine seraient bénéfiques dans un futur conflit, mais du point de vue russe, l'Ukraine semblait toujours une cible très vulnérable. La présidence de Trump a accru la vulnérabilité de l'Ukraine aux yeux de la Russie. Le président Trump a souligné à maintes reprises l'importance des partenariats et alliances mondiaux, notamment avec l'Europe, dont dépendent les États-Unis. L'attitude antagoniste de la Maison-Blanche de Trump envers les capitales européennes, combinée à ses relations très amicales avec le président Poutine, a contribué à alimenter les suppositions selon lesquelles l'Occident serait incapable d'une réponse unifiée à une invasion russe. L'administration Biden s'efforcerait de rétablir ces relations, mais l'Europe restait méfiante face à un mandat unique de Biden, et un retour de l'Amérique à l'isolationnisme, avec une victoire de Trump en 2024. La confiance dans le leadership américain avait été sérieusement ébranlée, renforçant l'idée des Russes que Biden ne pourrait pas maintenir une coalition occidentale contre une invasion russe. La réticence de Biden à fournir une aide militaire directe à l'Ukraine a aussi nourri l'idée qu'en cas de guerre, l'Occident n'oserait pas risquer une escalade en livrant de l'équipement lourd à l'Ukraine. L'Europe n'a pas fait grand-chose pour dissuader une invasion russe, embrassant l'énergie russe malgré les avertissements des administrations Obama et Trump. L'Europe était devenue si dépendante que Poutine croyait pouvoir tenir les Européens à l'écart de l'Ukraine. La politique d'Angela Merkel visant à contenir la Russie par le commerce bilatéral a convaincu les analystes russes que l'Europe ne s'intéresserait guère, hormis quelques protestations diplomatiques, à ce qui se passait dans les ex-États soviétiques hors organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Toutes ces évaluations n'auraient pas pu être plus erronées, et les analystes russes auraient probablement dû prêter une attention plus particulière aux changements dans le paysage mondial après 2020. Malgré la difficulté de prévoir que l'Europe, surtout l'Allemagne, accepterait l'immense douleur économique de rompre les liens énergétiques avec la Russie, d'autres changements politiques étaient en plus prévisibles. Le pacte. Australia, United Kingdom, United States, de septembre 2021, entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, a bouleversé les structures de pouvoir du Pacifique. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont brisé un tabou majeur en équipant l'Australie de sous-marins nucléaires, modifiant l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique face à une Chine belliqueuse, menaçant les relations commerciales sino-américaines. Même si Poutine gagne en Ukraine, sa Russie a déjà perdu plus qu'elle ne pourrait gagner. Que lui-même survive à la guerre ou tombe accidentellement d'une fenêtre lorsque les oligarques russes ne peuvent ne plus supporter la douleur économique que subit la Russie, une chose est claire. Le monde se souviendra de Poutine comme l'un des dirigeants les plus désastreux de l'histoire russe. Nous avons couvert les 5 échecs les plus désastreux de Poutine en Ukraine, mais pensez-vous que cela s'arrête ici? Ou pensez-vous que ces erreurs emmèneront la Russie ensuite? Et jusqu'où cela pourrait-il dégénérer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de décompositions militaires percutantes. Allez maintenant vérifier comment Poutine a si mal calculé 3 grosses erreurs, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.